Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un nero. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e io credette di affogare. Voilà, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Lisa. Bonjour Adélaïde. Alors ce nouvel entretien va porter vraiment sur ton expérience profonde. Et la question qu'on aimerait te voir développer, c'est comment le moi qui prend conscience peut-il à la fois être un espace vide et en même temps un pôle relationnel, et notamment pour reparenter l'enfant blessé. Et tu l'as expérimenté, tu l'as développé. Bien volontiers, je vais essayer de faire cela au mieux. Alors ok, ma première question, ce sera comment cette intuition de reparenter l'enfant t'est-elle venue? Parce que ça, c'est vraiment une approche qui t'est spécifique. Alors, avant que tu répondes, je vais aller rejoindre nos amis pour t'écouter. Merci. Et je te poserai probablement encore quelques questions. Alors, comment cette intuition m'est-elle venue? Alors, c'est une ancienne histoire déjà. Et cela commence bien avant ma rencontre avec le dialogue intérieur en 1991. Là, je suis en 1980. Je suis dans une vie professionnelle et une vie familiale. Et dans ma vie familiale, après un divorce douloureux, j'élève seule mes 4 enfants qui s'échelonnent respectivement entre 15 et 7 ans. Avec un travail à plein temps et des enfants petits encore et des adolescents, il m'était absolument nécessaire de me relier tous les matins, très tôt, à 5 heures, je dirais à ma connexion spirituelle, faire de la méditation, de me relier à ce qui me dépasse, pour avoir un soutien dans ce quotidien, quand même très astreignant, et dans lequel je n'avais plus aucun instant pour moi dans le reste de la journée. À ce moment-là, en 1980, il s'est trouvé que ma voisine, que j'aimais beaucoup, qui habitait à l'étage d'en dessous, qui avait plusieurs petits-enfants, a eu un mélanome extrêmement grave. Et j'étais très touchée par cette circonstance, en fait, très menaçante, en fait. Et il m'est venu l'idée de mettre cette voisine dans mon cœur pendant mes méditations du matin. J'étais assise, et je la plaçais ici, dans mon cœur, je l'enveloppais de calme, de bienveillance, de lumière, tout simplement, je dirais. Et je la tenais au fond en moi comme un petit enfant. Alors, je ne sais pas si cela a aidé ma voisine qui a guéri, heureusement. Mais c'était bon pour moi de faire ça, de pouvoir contribuer de cette manière, en silence, à alléger quelque part sa souffrance et aussi ma propre inquiétude. Alors il s'est trouvé que, enfin, le destin, quelque chose de plus mystérieux encore, qu'à peine un mois ou 2 plus tard, mon fils cadet, qui avait alors 7 ans, a eu un très grave accident avec un traumatisme crânien qui l'a laissé dans le coma, avec une inflammation du cerveau extrêmement importante. Donc il a été curarisé, mis en monitoring respiratoire. Et puis, comme chacun peut imaginer, en tant que mère, j'étais au comble de l'angoisse et de l'impuissance. Comment aider mon fils?
Et là, ce qui s'était passé avec la voisine m'est revenu. C'était tout frais. Je me suis dit, eh bien, je vais faire ça. Je vais placer mon garçon dans ma matrice corporelle, à l'intérieur, au milieu de moi, dans mon cœur. C'était une façon, quelque part, de le remettre en gestation, lui qui était là maintenant, inerte, inconscient, complètement impuissant lui aussi. Donc j'ai fait ça aussi, je dirais très simplement. Je le mettais là, je respirais autour de lui, je l'enveloppais d'amour, peut-être que je lui parlais même, que je le réconfortais. Et puis je remettais du calme et de la sérénité en moi, en me disant c'est ce dont il a besoin maintenant, c'est de chaleur affective, d'enveloppement, d'une matrice, de lumière, de calme. Alors, certainement j'avais le sentiment que cela pouvait l'aider, parce que je suis profondément convaincue qu'il n'y a qu'en esprit et qu'en amour, et que nous communiquons à travers l'esprit et à travers l'amour, et qu'il pouvait le sentir à l'hôpital universitaire où il était couché. Et en tout état de cause, cela m'a énormément aidé moi-même, parce que ça m'a permis de participer, de contribuer d'essayer de contribuer de tout mon cœur à sa guérison, à son réveil de son coma. Et donc, oui, cela m'a puissamment aidé. En fait. Je n'ai jamais oublié cette expérience. Et mon fils a guéri de ce premier accident. Voilà. Et donc cette expérience très, très profonde, en fait, t'a donné une piste par rapport au travail que tu proposes en dialogue intérieur. Est-ce que tu peux nous dire justement comment as-tu relié cette mise en matrice de ton fils que tu as expérimenté avec ton cœur à la posture du moi conscient que tu nous as expliqué tout à l'heure? Alors oui, quand j'ai découvert le dialogue intérieur et que je me suis mise à pratiquer des facilitations, en fait, et à donner un cours, la première chose que j'ai développée, c'est justement cette posture du moi prenant conscience. En me disant, cela va être une aide pour retourner dans le moi en conscience, pour l'établir. Et cette posture symétrique, bien enracinée, bien verticale, tout à fait où l'on se recentre sur soi-même, sur son propre cœur, sur sa respiration, et où l'on va développer les trois matrices dont j'ai parlé, qui m'ont rappelé, enfin qui se sont basées sur la mise en matrice de mon fils. Alors il y a la matrice corporelle, la matrice physique, avec notre cœur, là au centre de la poitrine, notre amour. Et puis il y a notre corps énergétique, qui nous invite à un volume d'être déjà agrandi et bien posé, spacieux, que l'enfant mis en matrice puisse respirer, qu'il ait de la place. Et puis à cette troisième matrice que j'ai appelée transpersonnelle, qui est reliée au divin, qui peut nous soutenir et participer avec l'amour transpersonnel, qui est l'amour de Dieu et l'amour de tous les êtres, participer à cet enveloppement de l'enfant. Et à partir de là, j'ai imaginé qu'on pourrait envelopper de cette manière l'enfant intérieur et pas seulement l'enfant biologique, comme cela s'était passé avec Basile. Voilà. Et donc, ce serait très intéressant que tu nous expliques maintenant comment tu as relié cette structure que tu viens de nous expliquer au reparentage de l'enfant intérieur. Voilà, alors là, je dois revenir en fait à la pratique des facilitations. Et dans cette pratique, enfin quotidienne, je faisais ça à plein temps, j'ai facilité beaucoup d'enfants intérieurs. Et chaque fois, il y avait lieu de les apprivoiser, de les écouter avec beaucoup de bonté, avec beaucoup
de patience aussi, avec son corps principalement, et de s'intéresser à leur douleur, de la comprendre. Et je me suis rendu compte, dans ces facilitations, que l'enfant intérieur qui était là, il était effectivement complètement hors du temps, parce qu'il était présent, vivant, à des âges souvent très petits, là, dans la pièce, le jour de la facilitation. Et c'était, au fond, étonnant et merveilleux de constater ça. Et puis j'ai pu voir aussi, à travers ces nombreuses facilitations, combien les blessures de l'enfant sont reliées à des lacunes du lien ressenties dans la petite enfance et la crainte de la perte du lien, parce que la crainte de la perte du lien, c'est aussi la crainte de la perte de la survie de celle qui est nourrie par le lien et de l'équilibre psychique, de se faire simplement aimer de sa maman et de son papa. Et cette crainte, elle est profondément enracinée en nous, peut-être parce qu'à chaque naissance, on perd la matrice, on perd l'unité d'une certaine façon, et on se retrouve séparé dans un monde très difficile. Et à partir de cette séparation, qui est universelle, l'enfant développe une quête, nous tous développons une quête d'un amour qui serait inconditionnel, qui durerait toujours, qui serait sans jugement, comme on l'a déjà évoqué, en fait. Et nos parents n'ont pas pu nous donner cela entièrement, parce qu'ils nous aimaient sans doute de tout leur cœur, la plupart d'entre eux, mais qu'ils avaient aussi l'obligation de nous éduquer, de nous adapter à la vie de la société, ce qui les rendait également conditionnels sur de nombreux points. Et que donc, en grandissant, cette quête de l'amour inconditionnel, on la reporte sur toutes les personnes qu'on rencontre, en particulier, bien sûr, nos partenaires, nos bien-aimés, nos amis, et que l'autre ne peut pas toujours être présent. Il n'est pas toujours présent, c'est impossible. Au fond, en réalité, il n'y a que deux personnes qui sont toujours avec nous. C'est d'abord nous-mêmes, et donc l'on peut accompagner son enfant intérieur de cette façon, car on est toujours avec soi-même. L'enfant intérieur partage notre corps physique. Et donc, on l'accompagnera, on sera ensemble jusqu'à la mort et au-delà de la mort. Et c'est ainsi que l'autre personne qui est toujours avec nous, c'est Dieu, que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, parce que Dieu ne dépend pas du tout de nos croyances. Par définition, il est omniprésent et par définition, il est inconditionnellement aimant. Cette éternelle présence de soi-même et de Dieu, cette présence possible, m'a encouragé à imaginer que l'enfant pourrait se relier au moi prenant conscience et que le moi prenant conscience pourrait se relier à l'enfant. Et que je pourrais simplement dire à l'enfant tout ça. La personne qui est venue me consulter, elle est venue particulièrement pour toi. Parce qu'elle voudrait pouvoir te connaître, t'aimer, prendre soin de toi. Et je te propose donc, est-ce que tu voudrais lui demander d'être ton ami pour toujours? Oui, cela peut paraître audacieux d'imaginer que l'enfant blessé que l'on facilite pourrait être d'accord de se relier, de demander à un moi prenant conscience invisible, à lui demander d'être son ami, à être d'accord de prendre refuge dans ce moi prenant conscience. Je me disais que tous les enfants savent se relier à l'invisible. Ils ont des compagnons invisibles auxquels ils parlent et ces compagnons leur répondent. Et donc je me suis dit que eh bien, je vais m'aventurer dans cette direction, expérimenter, voir ce que cela donne, c'est une hypothèse. Et l'avenir a démontré que cette hypothèse était extrêmement porteuse.
et que ça a été cela a été la base de ce qu'on a appelé le reparentage de l'enfant.